On m'a demandé de vous parler des évaluations de capacité de travail. La première chose, c'est que si on prenait un modèle purement médical, on dirait que la maladie cause l'incapacité. Hein? On avait ça dans les années 80 et tout. Et maintenant, c'est très, très clair que pour deux atteintes similaires, l'incapacité ne sera pas nécessairement la même chose parce que l'incapacité, elle est beaucoup plus complexe que juste une relation linéaire entre les deux. Et ça, bon, on a vu aujourd'hui, c'est notre 10 qui prend 70 des coûts. Et quand on va parler d'évaluation de capacité de travail, ça va être souvent sur les gens qui sont après 3 mois, où là, on va se demander, est-ce qu'il est capable de reprendre son emploi? Est-ce qu'il est capable de reprendre une partie de son emploi? Ça va être ce questionnement-là, il va être plus à la phase qu'on va appeler chronique comme telle. Une des choses aussi qui est importante quand on parle de modèle médical et tout, c'est de voir que la douleur, on a parlé que la maladie donnait pas le lien, c'était pas égal à l'incapacité, mais douleur non plus n'est pas équivalent à l'incapacité. Ici, on voit 3 cercles. Dans le fond, les gens qui ont de la douleur, il y en a 5 qui vont être en absence du travail, il y en a 15 qui vont avoir des problèmes dans les activités de la vie quotidienne. Et quand on regarde les enquêtes de Santé Québec, on voit qu'il y a plus de 50 de la population en âge de travailler qui vont avoir des douleurs, mais qui vont travailler pareil. Okay? Donc, on ne peut pas dire, si j'ai de la douleur, je suis inapte au travail ou j'ai peu de capacité au travail. C'est des phénomènes qui ne sont pas linéaires et causales les uns dans les autres. Vous voyez dans le centre, c'est le travailleur qui a une incapacité au travail. Et qu'est-ce que ça veut dire, les 4 couleurs autour? Ça veut dire que dans le fond, il y a des choses qui contribuent à maintenir l'individu en incapacité au travail, mais ça provient de différents systèmes. On a le système vert en bas où c'est l'individu, donc le système physique, cognitif, affectif, les relations sociales. Donc, c'est juste l'individu. Donc, une lésion, de la douleur et tout ça, ça peut contribuer à l'incapacité. On a en haut l'organisation du travail, le milieu de travail comme tel. À gauche, ici, on a le système médical. On se demande un peu pourquoi le système médical peut contribuer à l'incapacité. Il peut contribuer si, par exemple, il y a des délais de référence, s'il y a des étiquetages. Et le gros facteur qu'on discute depuis plusieurs années à Capri, c'est de dire si on n'a pas un discours unique des intervenants. Donc, si le physio dit quelque chose, puis le médecin dit quelque chose, mais là, le travailleur il est paralysé dans cette difficulté de cohérence de message. Et ce qu'on voit à droite, en jaune, c'est tout le système d'indemnisation. Et à l'intérieur de ça, il y a aussi des délais, par exemple, avec le système d'indemnisation. Donc, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est ces 4 systèmes-là, ça peut contribuer à maintenir l'incapacité et ça peut contribuer aussi, au contraire, à faire sortir de l'incapacité. Donc, ça peut être aussi positif que négatif. Quand on parle de capacité de travail, une des choses qu'on a vues pendant 15-20 ans, c'est d'évaluer juste au niveau du volet de l'individu. Hein? Donc, on disait, cet individu-là, est-ce qu'il a les capacités de faire un travail ou pas? Et là, on ne s'intéressait pas non à l'organisation du travail ou aux demandes du travail. On s'intéressait juste à l'individu. Ce qu'il faut réfléchir aussi, c'est quand on parle d'évaluation de capacité de travail, dépendamment au moment où on est rendu dans la progression de la maladie, on va s'intéresser à des choses un peu différentes. Mais chose certaine, quand on est au tout début, la phase aiguë et subaiguë, on est vraiment dans une période de changement comme telle où il y a une guérison, une cicatrisation. Donc, on va être beaucoup intéressé à ce moment-là à questionner sur, par exemple, les incapacités, la connaissance du problème. Parce que dans le fond, les capacités pendant cette période-là, c'est ce que l'individu peut faire. Hein? On dit tout le temps dans ces phases-là qu'il faut aller jusqu'à sa douleur, puis on arrête là. Donc, les capacités sont égales à ça, mais on va vouloir documenter quand même, par exemple, la connaissance du problème. Ce qu'on sait maintenant dans cette période-là, le facteur qui prédit le mieux la durée d'absence, c'est, dans le fond, de demander à l'individu, est-ce que dans 3 mois, tu te vois au travail? Et avec nos 10 ans d'études en réadaptation, on se rend compte que c'est ce facteur-là qui est encore majeur. Ce qu'on disait aussi, c'est, bon, quand on est dans la phase chronique, c'est souvent à ce moment-là qu'on va vouloir évaluer les capacités de travail. Et là, on peut être dans plusieurs scénarios, c'est-à-dire vous avez un poste qui existe déjà et on vous attend. Vous n'avez plus de poste et on veut juste savoir c'est quoi vos capacités. Donc, il peut y avoir des scénarios différents pour lesquels on fait de l'évaluation de capacité de travail. Où on s'en va maintenant, c'est vraiment l'évaluation de la participation au travail et non pas de la capacité de travail.
Quand on regarde les travaux d'UTIL qui se sont intéressés au traumatisme crânien, on a vraiment dit que le travail est considéré comme une composante de l'intégration communautaire globale de la personne. Donc, ça revient au fait qu'on croit que le travail a des fonctions pour maintenir l'individu en santé. Et il y a énormément actuellement d'études qui montrent qu'être chômeur ou être en dehors du milieu de travail à l'âge adulte crée des problèmes de santé importants. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on se dit, bien, je vais évaluer les capacités reliées au travail, mais ce sera peut-être un travail avec des accommodements ou un travail à temps partiel. Mais l'important, c'est de retourner au travail comme tel. Et le postulat d'Elisabeth Dutil, c'est toute personne peut travailler dans les conditions appropriées. Donc, l'évaluation de capacité de travail va te permettre de voir quelles sont les conditions appropriées pour ces personnes. OK? On retrouve comme 3 pratiques actuelles. Alors, on retrouve ce qu'on appelle l'évaluation des capacités fonctionnelles génériques, l'évaluation des capacités fonctionnelles pour un poste prédéterminé et l'évaluation des capacités en milieu de travail. L'évaluation fonctionnelle génériques, la première catégorie, c'est l'évaluation des principales exigences physiques de capacité de travail. Qu'est-ce que ça comprend, cette évaluation-là? Là, c'est ce qu'on appelle, pour les gens qui connaissent un peu plus, le CPT. Donc, c'est les 20 exigences les plus importantes au niveau du milieu de travail. Donc, on met l'individu dans des tâches standardisées et suite à ça, on va sortir un niveau de force de travail dynamique, tolérance aux positions et mobilité. On arrive à dire un niveau de travail global. Donc, à la fin de tout ça, là, je vais pouvoir dire, mais Marie-Josée Durand peut faire juste un travail sédentaire. La deuxième catégorie, c'est quand on a un poste prédéterminé. Alors, ce qu'on va faire là, comme ergothérapeute, on va tenter de répliquer les exigences de travail en clinique comme telles. Donc, dans la durée, dans les postures, dans les charges, dans les équipements. Et de faire une inférence entre ce que je suis capable de répliquer et la réalité. Un des grands problèmes avec ça, c'est que si je suis dans une clinique ou dans une autre, on n'aura pas le même matériel et ça ne se ressemblera pas beaucoup en termes d'évaluation. Donc, ça veut dire que ce n'est pas très standardisé et c'est assez varié. Une ergo d'expérience puis une jeune ergo va regarder ça d'une façon différente. Dans cette façon de faire-là, si on avait une tâche prédéterminée, il y a eu une grande vague des Valpart dans les années 88. Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On prenait des sections du poste de travail et on utilisait des échantillons de travail sur, par exemple, le travail clérical, le classement, la mécanique, l'électronique, et on avait des normes avec ça. Encore une fois, ça évalue seulement la personne avec une petite tâche dans un milieu qui est encore qui n'est pas tout à fait le milieu de travail. Donc, ça a des limites importantes, ça ne mesure pas du tout l'interaction. On a eu, le PEIL est un exemple de test de manutention de charge. Vous savez qu'il y en a plusieurs qui existent et ils sont très bons. Ils sont très bons, ces tests-là, ils sont valides, ils sont fidèles, tout ça. Et ils nous amènent à dire, bon, cet individu-là peut lever 50 livres 4 fois par jour. Le problème avec ça, c'est que quand on arrive dans la vraie vie, les boîtes ne sont pas pareilles, les choses ne sont pas à la même place, puis ça ne corrèle pas. Encore une fois, ça nous permet d'évaluer une capacité physique, mais pas une prédiction des capacités comme telles. Ça, c'est les faiblesses un peu de ce qu'on a quand on essaie de reproduire. C'est que dans le fond, c'est une perception du travail qui est reproduit. Ça ne tient pas compte des variables reliées au contexte particulier du travail, comme par exemple la pression, le froid, le chaud, les interactions. Et ça ne permet pas de savoir si la personne peut maintenir un travail. Ça nous évalue juste ça dans un certain temps et on ne sait pas si l'inférence est bonne au niveau de la durée comme telle. Donc, la dernière catégorie, c'est vraiment d'évaluer un travailleur dans son milieu de travail. Vous voyez que dans les 2 premières, on est vraiment plus dans le vert, là, on évalue l'individu. Dans le deuxième cas, on essaye d'y mettre un décor, un peu de travail. Puis dans la 3e catégorie, on essaie de faire ça dans le milieu de travail. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça, d'avoir des évaluations en capacité de travail. Ce qu'on a développé dans les dernières années, avec l'équipe clinique, on a découvert que les cliniciens évaluaient les capacités ou évaluaient la fin du programme en disant « Moi, je vais laisser un travailleur à son travail et je vais penser que c'est un retour au travail durable quand il va avoir un coussin. » Bon. Alors là, on a essayé de travailler, on a eu des agents de recherche, Marie-Christine, on a travaillé là-dessus, sur c'est quoi un coussin dans le fond? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que tu décides que l'individu devant toi a assez de capacité pour faire face à ces exigences?
Alors, on a travaillé tout ça, on s'est rendu compte qu'on parlait, sans le savoir, du concept de marge de manœuvre. Alors, au lieu d'évaluer juste capacité-exigence, on évalue plus le concept marge de manœuvre. Est-ce que l'individu a suffisamment de marge de manœuvre dans son travail pour être en santé et faire sa production? Ça repose sur quoi, ça? Ça repose sur le fait que quand on a une incapacité au travail, donc quand on devient absent du travail, c'est qu'il y a un débalancement entre ce qu'on me demande de faire, les moyens que j'ai pour essayer d'ajuster mon travail et la production. Donc, il y a un débalancement. Ça veut dire que si on veut retourner quelqu'un au travail, il faut qu'on soit capable de lui créer une marge de manœuvre thérapeutique qu'on a appelée. Il faut toujours que les individus aient cette marge-là. Et avec ça, dans un programme de réadaptation, on est capable de construire plusieurs marges de manœuvre et l'individu, à la fin, on va pouvoir évaluer ses capacités dans son milieu avec sa marge de manœuvre. Vous voyez que c'est un concept qui est un peu différent de la capacité au travail, mais ce concept-là, ça tient compte de l'environnement de travail, du niveau de fonction de l'individu et des contraintes réelles comme telles. Alors, créer des marges de manœuvre thérapeutiques, c'est un peu ce que je vous disais. Vous avez 2 rapports à l'IRSST qui traitent de ce sujet-là, où on vous explique un peu le concept de marge de manœuvre. Donc, c'est un concept qui est beaucoup plus en lien avec le milieu de travail comme tel, mais c'est un concept qui est dynamique aussi, qui va changer dans le temps. Autre chose, on a fait un guide de pratique des évaluations de capacité reliées au travail. C'est la première fois que ce guide-là existe en tant que tel. C'est un guide où on a passé plus de 1000 articles qui parlaient des évaluations de capacité de travail et on sort environ 15 recommandations concernant l'évaluation de capacité de travail. Vous allez voir que c'est plus d'une approche qu'on parle que d'outils. Ce qui est postulé ici, c'est que dans le fond, si les intervenants peuvent s'approprier les principes d'intervention, le choix des outils va facilement se greffer à partir de ça, puisque ce qu'on juge actuellement, c'est qu'il n'y a aucun outil qui est suffisant pour évaluer les capacités de travail. Dans ce travail-là, ce qu'on voit, c'est que le modèle, on parle maintenant du modèle de fonctionnement au travail, plutôt que de capacité au travail, on laisse ça tomber. Et on dit, dans le fond, ce qu'on fait, c'est ça devrait tenir compte à la fois de la participation au travail, la performance au travail, les capacités de la personne. Vous voyez que c'est un niveau hiérarchique qui est très différent que d'évaluer la capacité de la personne. La capacité de la personne, ici, on ne peut pas faire d'inférence sur sa participation au travail. Vous avez les 3 définitions ici. Participation au travail, c'est capacité de la personne à acquérir et maintenir un emploi et ainsi occuper un rôle de travailleur. La performance au travail, c'est la capacité d'effectuer de façon satisfaisante son emploi. Et la capacité, c'est beaucoup plus la force musculaire, la sensibilité, la mémoire. Donc, ce qu'on a besoin pour travailler. Ce que ça nous dit, ça, c'est que si vous avez en main des évaluations qui tiennent compte juste de la capacité de la personne, c'est insuffisant pour prédire le retour au travail et c'est insuffisant pour savoir si l'individu ne va pas se reblesser. Et qu'il faut vraiment aller vers l'évaluation de la performance au travail, la participation au travail. Vous trouverez dans ces 15 recommandations-là la littérature des 10 dernières années qui est synthétisée. Actuellement, il n'y a pas un outil qui peut prédire. Il y a plutôt, on va vraiment favoriser tout ce qui est évaluation dans le milieu réel parce que c'est la chose la plus juste qui existe. On peut s'en aller vers un guide, la marge de manœuvre comme telle, c'est vraiment la nouvelle tendance et c'est beaucoup plus juste pour les travailleurs. Et je vous invite à lire le guide de pratique sur les évaluations de capacité de travail. Merci.